une muse, des muses, les muses. Quand dans le fond, on va vous parler, je vais vous parler d'inspiration. Ouais. En fait, je suis allé voir sur la plus grande source d'inspiration, le web, et je suis allé voir un petit peu ce que ça racontait Muse. Et puis en fait, j'étais un peu déçu. Ouais, c'est pas toujours la meilleure solution de chercher des choses sur Google. Donc du coup, je me suis dit que j'allais finalement un peu vous parler de mon expérience en fait avec tout ça. Vous parler un peu de la manière dont je vois la muse, l'inspiration d'une manière générale. Alors, la première question que je me suis posée pendant mes études et même à la fin de mes études, c'est un peu où on trouve les idées, où elles sont, comment on fait pour les trouver. Et en fait, j'avais entendu parler d'une hypothèse qui s'appelle l'idéosphère. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. L'idéosphère, ce serait comme c'est vraiment l'idée qu'il y a, de la même manière que pour la biosphère, c'est l'ensemble du vivant. Donc l'idéosphère, c'est l'ensemble des idées. Et puis ça expliquerait, selon certains, comme parfois, vous savez, il y a pour les inventions se font à deux endroits différents de la Terre au même moment et on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il n'y avait pas tant que ça de communication comme l'imprimerie en particulier. Et en fait, cette idéosphère, c'est comme une sorte de dimension dans laquelle on a les idées. Et ce que j'aime bien dans cette idée-là en particulier, c'est que l'idéosphère, ça nous enlève un peu ce mythe de la création ultime où il suffit de créer l'idée du siècle, créer quelque chose de totalement nouveau. Et dans le fond, il faudrait juste essayer de recevoir l'idée plutôt que de la créer. Donc là, ça comme désacralise beaucoup tout ça, parce que c'est comme beaucoup plus simple finalement de se dire qu'il suffit de recevoir l'idée plutôt que de la créer depuis le départ. Alors ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Meilleur slide. C'est le défi de la page blanche, évidemment, et puis la manière dont j'ai essayé d'y répondre, parce que forcément, on passe souvent par ça. C'est un peu comme ça que moi j'y réponds. Alors, la première chose, c'est évidemment, j'ai beaucoup de papiers brouillons qui sont jaunes, donc il n'y a pas de problème d'envoi de la page blanche, mais surtout, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est pas tant la couleur des pages, c'est vraiment l'idée qu'il faut, c'est évidemment dans l'action, essayer de dessiner, redessiner. Il y a vraiment l'idée de travailler et retravailler l'idée pour arriver à quelque chose d'intéressant. Encore une fois, c'est pas le mythe de l'idée qui va arriver et on va la développer. Il y a vraiment cette idée de construction d'une idée, et puis dans l'idée de construction, d'exploration, on voit qu'il y a aussi beaucoup de sens issus. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais l'idée de travailler, donc c'est vraiment la multiplicité en fait des essais qui va souvent nous donner des résultats intéressants. Alors, comment on fait pour trouver la recette? Moi, en tout cas, c'est une question que je me suis posée à la toute fin de mes études parce que je ne me sentais pas tant que ça de partir sur le marché du travail. Et puis la manière dont j'ai essayé de répondre un peu à toutes mes questions existentielles, c'était vraiment de se poser la question, est-ce qu'il y a une recette? Comment ça marche? Parce que ce serait tellement plus simple de faire une petite recette de la création pour trouver des idées. Puis la manière dont j'ai résolu ça, ou en tout cas j'ai tenté de résoudre ça, c'est d'aller à la rencontre de créateurs et créatrices. Et à l'époque, j'avais fait un petit blog avec comme une petite radio où j'allais interviewer des gens, c'est comme l'ancêtre du podcast. C'était semi-professionnel, mais l'idée c'était vraiment d'être à la rencontre des gens pour leur demander comment eux ils font. Et puis ça a été super instructif, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes avaient leur propre recette. Donc ce qui était intéressant, parce que j'apprenais aussi des recettes auxquelles je n'avais pas du tout pensé, et surtout ce que je comprenais, c'est qu'il fallait dans le fond trouver pas la recette, mais j'avais surtout du travail pour trouver ma recette. Alors je vais vous montrer un peu moi mes sources d'inspiration, mes muses à moi. En tant qu'illustrateur, j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants. Et donc j'ai fait une résidence d'artiste l'année dernière à Montréal-Nord. L'idée c'est pendant 12 semaines, on a travaillé ensemble, c'est des enfants d'une dizaine d'années. Et le principe c'était vraiment de construire à la fin une ville en carton. Donc, on a eu beaucoup de fun.
on a commencé les premiers exercices, parce qu'on ne s'est pas lancé tout de suite dans la création de la ville. Je voulais vraiment les sensibiliser à la question d'architecture, et puis quelque chose de très simple, par exemple la silhouette d'une maison. Donc je leur ai donné des feuilles, des ciseaux, et je leur ai dit, bah, dessinez-moi avec ce ciseau la silhouette des maisons. J'avais un peu peur parce que je les voyais venir avec peut-être leur réflexion, ah, ben, tu sais, Julien, on a un peu l'angoisse de la page blanche, donc j'ai appliqué les bonnes vieilles méthodes. Je leur ai donné du papier jaune, et ils se sont quand même bien lancés. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que déjà, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est pas tant quand ils répondent à ce qu'on leur demande, mais c'est surtout quand ils répondent un tout petit peu à côté. Et là, je me suis dit, waouh, je suis vraiment tombé sur le prochain gourou du Paper Toy. Cet enfant de 2 ans n'a pas juste fait la silhouette de la maison, mais déjà il m'a fait un petit escalier, des escaliers souvent qui amènent au premier palier de la maison. Et il a surtout, en fait, utilisé le pliage pour monter une 3e dimension. Et en fait, souvent, il y a aussi, quand on remet en question l'ordre établi, on peut juste demander de faire en 2D quelque chose, et il a amené une 3e dimension. Puis ça, c'est des petites choses comme ça qui sont vraiment inspirantes, et souvent, on essaie de penser en dehors de la boîte, ça peut être quand même assez intéressant, ça peut donner des choses assez rigolotes. Alors, je vais vous parler de mes recettes aussi à moi, de mes inspirations. Alors, on est toujours dans le web, c'est un outil formidable. En fait, il faut que je vous explique un peu comment je crée des dessins d'humour. Donc, vous savez, les dessins d'humour qu'on peut retrouver dans les magazines comme The New Yorker, par exemple. Donc, ma technique, c'était... J'avais souvent entendu qu'on pouvait, pour augmenter sa créativité, vous savez, il y a tout un tas de bouquins là-dessus. Par exemple, quand on va d'un point A à un point B, quand on va, par exemple, le matin en se levant à la boulangerie, on peut passer par le chemin le plus court, mais on peut aussi passer en faisant des zigzags, on peut essayer plusieurs affaires pour arriver au même endroit, mais chaque chemin différent qu'on va prendre au fur et à mesure des matins, ça va nous donner en fait une autre perspective, une autre expérience, donc on va voir d'autres choses, on va être interpellé par des petits détails. Mais le seul souci de ça, c'est que dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même dans un même lieu qui est Montréal, avec des ruelles qui se ressemblent à peu près toutes. Donc ce qui est intéressant, c'est de pousser ça un petit peu plus loin et de pousser ça avec l'aléatoire. Alors il y a un truc qui est super sur Wikipédia qui s'appelle un article au hasard. Vous pouvez vous amuser à indéfiniment à cliquer là-dessus, vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Et c'est vraiment chouette parce que moi c'est comme ça que je pars pour trouver des nouvelles idées, parce que je me dis sinon on fait toujours un peu les mêmes choses, parce qu'on a un peu, sinon on reste un peu dans notre propre culture. Donc l'idée c'est de... Et je me suis dit je vais faire un dessin d'humour sur les montagnes russes. Ouais. Donc c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé de prime abord, mais justement l'aléatoire m'a aidé à avoir un point de départ en fait. Alors évidemment pour les montagnes russes, l'idée c'est pas juste partir sur un thème et puis parce que ça résout pas le problème, ça résout une partie du problème. Puis il y a une technique moi, que j'utilise, c'est vraiment de vivre physiquement les choses. Donc j'essaie de me rappeler comment ça se passe une montagne russe. Donc au début tu es dans un petit wagonnet avec la petite barre devant, tu commences à monter tranquillement, tu commences à suivre un petit peu, tu prends de la hauteur, tu commences à avoir un peu le vertige, il y a plusieurs émotions qui arrivent, tu as un peu peur, et puis tout d'un coup tu arrives en haut, et puis hop, tu descends, et puis tu lèves les bras comme ça, et puis c'est ça que j'essaie de me rappeler, je veux dire, comment physiquement on peut retrouver ce mouvement de... Voilà, ça c'est moi, c'est une montagne russe. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut s'imaginer après dans un espace de coworking, quand je travaille, c'est un peu spécial. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis rappelé donc de l'émotion que j'avais, c'est une forme de peur, c'est pour ça que je faisais des montagnes russes, puis aussi de cette position des bras levés. Et à partir de ça, je peux faire des associations. Alors, une autre manière de trouver l'inspiration, c'est... Oui, il y en a plusieurs comme ça. Une autre manière de trouver l'inspiration, c'est de regarder les idées des autres. Et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Karl Vézina, qui a fait un fanzine qui coûtait $2. Et à la fin de ce fanzine, il y avait agrafé un billet de $5. Et je me suis dit, quel génie! Un génie fauché, mais quel génie!
Et du coup, j'aimais beaucoup cette idée, parce que ça parlait beaucoup de l'économie de l'auto-édition, ça parlait de tout ça. Je me suis dit, bah, cette idée-là, elle est intéressante, et puis il faut savoir que juridiquement, une idée n'est pas copyright, on ne peut pas la déposer. C'est vraiment l'application de cette idée, donc la manière dont on la réalise, qui fait sa singularité, et c'est ça, en fait, sur ça qu'on peut mettre du droit d'auteur. Et en rentrant de cette petite foire de fanzine, où j'avais rencontré mon ami Carl Vézina, je suis tombé sur vous savez, les papiers où il y a écrit chien perdu, récompense. Puis hop, pareil, association d'idées, et puis du coup, ça. Alors, une autre technique que j'utilise beaucoup, c'est d'essayer de m'amuser dans les déclinaisons. En fait, ça, c'est un dessin de presse. En fait, pour l'instant, c'est pas un dessin de presse. Pour l'instant, c'est juste une idée que j'avais sur un bout de carnet de croquis, et puis que j'avais laissé là un peu. Puis en feuilletant un carnet, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Bon, il y a déjà une idée en soi, c'est que le livre est géant, et puis la personne marche, donc il y a plein de choses, ça nous parle de plein de choses, mais c'est comme juste une idée, comme ça, elle n'est pas si pertinente, il y a un peu l'abstraction. Puis, ce qui est intéressant, je vous disais, dans les idées, c'est intéressant de les travailler, les retravailler. On pourrait mettre d'autres idées, en fait, à cette première idée-là. Par exemple, on pourrait mettre un titre au livre. Et puis on peut s'amuser, au lieu de juste mettre un titre, on peut essayer de mettre d'autres titres. Etc., etc., etc. Donc on peut vraiment s'amuser, juste en faisant d'agglomérer les idées, on peut arriver vraiment à créer beaucoup de choses. Alors évidemment, dans ce processus, là, je vous ai montré ceux que je trouvais plus ou moins rigolos, mais il y en a plein qui ne marchent pas. Donc il y en a 75% que je ne vous ai pas montré. Okay. Et puis là, je voudrais juste attirer votre attention sur les différentes portes d'entrée d'un dessin. Alors soit on est sensibilisé par l'esthétique même du dessin, ça c'est une manière d'être sensibilisé à un dessin. Il y a aussi évidemment le sens du dessin, donc on comprend. Et puis je voudrais attirer votre attention évidemment sur le petit S de l'orthographe. C'est une autre manière de rentrer dans le dessin, justement avec cette petite faute d'attention, c'est une autre manière d'attirer l'attention. Donc l'image peut être très complexe en fait, avec différentes couches de compréhension, et c'est pas grave si on ne voit pas dès le départ. Puis d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Alors ça, je vous disais, il y en a 75% qui ne marchent pas, ça c'est un truc qui ne marche pas. Alors je crois que j'avais vu Inception ce jour-là, et puis j'avais beaucoup aimé l'idée de la mise en abîme d'un... Vous savez, c'est le film où on est dans un rêve, et puis on rêve, et puis on rêve, du rêve. Donc c'est vraiment l'idée de la mise en abîme, et puis je me suis dit, ce serait rigolo d'imaginer la même chose avec le mot bêtise. Est-ce qu'on pourrait abolir, ce serait bête un peu de ne pas abolir la bêtise, une espèce de jeu de mots comme ça à l'infini. Mais en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que ce dessin d'humour, en fait, il ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, le texte en lui-même se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de dessin. Parce que quand on lit le texte, on a déjà l'image mentale de ça. Donc, dans le fond, c'est quelque chose que je n'ai pas retenu. Alors, évidemment, c'est facile à dire, pas question. Mais c'est super intéressant. Et puis, je pense, moi, j'utilise beaucoup dans mon processus, c'est de garder une espèce de côté ludique. Parce que c'est un jeu, en fait. On joue avec les mots, on joue avec les mises en abîme, donc c'est toujours plus créatif en fait d'aborder l'inspiration par le jeu. Alors ça c'était le même jour de Inception, et puis j'avais pensé vraiment à l'idée de est-ce qu'on pourrait acheter une carte cadeau avec une autre carte cadeau. Donc ça c'était l'idée de base. Et comment on concrétise ça? Donc je fais le dessin, ok, on essaie de faire la position, le sens de lecture, puis à partir de ça, il faut voir aussi que le sens du dessin apparaît à nous. C'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement pensé que c'était un dessin qui parlait de la consommation, de la surconsommation, que c'était un dessin qui racontait tout un tas de choses. Peut-être que l'acte d'achat est plus fort que l'achat lui-même. Et puis, donc, il y a aussi parfois les idées qui viennent en fait après avoir eu une petite contrainte créative, mais elles apparaissent à nous. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Puis ça désacralise aussi l'acte de création. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à quoi d'avoir des idées, d'avoir des techniques, des recettes, tout ça, recettes? Moi, la manière dont je le vois, en fait, c'est d'essayer d'agir au maximum dans mon métier. Donc ça fait 10 ans que je fais de l'illustration. Et puis, évidemment, avec ce privilège de pouvoir créer une partie du champ visuel, créer une partie de la culture, vient aussi des responsabilités.
Donc là, je vous montre quelques projets que j'ai fait récemment. Rapidement, là, c'est un petit patchwork de quelques livres en particulier que j'ai fait. Donc en haut à gauche, c'est un livre écrit par André Marois et édité aux éditions de l'Isatis. C'est un livre qui parle d'un sujet qui m'est cher, qui est le tantal. Le tantal, c'est un métal rare, c'est des métaux rares qui se retrouvent, qui sont extraits donc, en Afrique par des enfants, qui sont assemblés sur des microprocesseurs en Chine par des enfants également, et qui finalement se retrouvent dans nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Donc évidemment, l'enjeu c'était de faire un livre sur cette chose-là sans aller dans la culpabilisation, qui était un peu trop facile à faire et qui n'était pas si pertinente que ça, mais en proposant vraiment un livre informatif pour comprendre la réalité de cette industrie-là et puis surtout trouver des pistes de solutions. L'Atlas des inégalités, ça c'est un des plus vieux projets que j'ai fait. C'est un atlas qui parle justement à destination des enfants, des inégalités dans le monde à travers des statistiques illustrées justement. Donc, parce que le principe même du pourcentage, on l'apprend assez tard en fait dans la scolarité, alors que là justement l'illustration permet de pouvoir représenter les proportions sans passer nécessairement par des choses techniques comme le pourcentage. En haut à droite, les deux petites affaires, je fais partie d'une association qui s'appelle cocotom.ca, COCOTOM, et le principe c'est de sensibiliser le grand public à la question de la saisonnalité des fruits et légumes. Donc là, c'est un pané en février et la disponibilité aussi des endives en avril. Et pour finir, donc je vous présente aussi un des derniers projets que j'ai fait et je vous parlais de responsabilité aussi à l'instant. Ce qui est important, en tout cas maintenant, c'est vraiment de penser la représentation aussi de diversité dans nos illustrations, parce qu'on a un vrai pouvoir de création, parce que l'image occupe une grande partie de nos champs visuels quotidiens. Donc c'est très important aussi, en tant qu'illustrateur ou illustratrice, de penser justement la diversité de représentation, de corps, de cité, etc. Et c'est comme, par exemple, représenter dans un livre pour enfants l'homoparentalité, sans que ce soit nécessairement un livre sur l'homoparentalité. C'est aussi l'idée de banaliser les diversités. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel j'essaye de faire attention et pour lequel j'ai beaucoup à apprendre encore. Avant de finir, j'aimerais remercier évidemment votre patience, votre écoute, mais aussi l'équipe de Creative Mornings et en particulier Lorena qui m'a présenté tout à l'heure, parce qu'elle m'a vraiment aidé aussi dans la conception aussi de cette présentation. Donc merci Lorena.